Bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo, ce qu'il faut retenir en chimie organique. Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui on va continuer, on a déjà fait une première vidéo d'introduction aux effets électroniques. On va continuer un petit peu sur ces effets électroniques et voir les deux effets qui nous intéressent plus particulièrement. De toute façon il n'en existe que deux des effets électroniques en chimie organique. Et ces deux effets sont à connaître absolument, puisque c'est à partir d'eux que tu vas savoir comment vont se dérouler des réactions entre deux réactifs différents. D'une part, il existe l'effet inductif, donc qui concerne des électrons bien entendu, puisqu'on est sur les effets électroniques, et d'autre part les effets mésomères. Alors on va s'intéresser dans un premier temps aux effets inductifs, et tu vas voir, c'est des choses relativement simples, c'est quelque chose qu'on a déjà vu dans une vidéo précédente qui était c'était la vidéo associée à l'introduction aux effets électroniques. Je te mets le lien en haut à droite de la vidéo pour y retourner si tu veux. Donc ces effets inductifs, ils sont associés à quoi? Ils sont associés simplement à une différence d'électronégativité entre les deux atomes qui créent une liaison. Donc tu vois, ça c'est des choses qu'on a déjà vues. L'électronégativité, on l'a vu ensemble. Normalement, je pense que tu as compris, ça n'a rien de compliqué. L'électronégativité, on l'a vu, hein. C'est un atome plus électroattracteur, ici dans l'exemple carbone-oxygène. L'oxygène est plus électroattracteur que l'atome de carbone, ça veut dire simplement que au sein de la liaison, les deux électrons qui sont mis en commun par le carbone et l'oxygène, ils vont être attirés plus fortement par l'oxygène qui possède un noyau chargé plus qui est beaucoup plus fort que le carbone. Donc, par effet électrostatique, les deux électrons vont être attirés tout simplement plus fortement par l'oxygène que par le carbone. Donc ça, c'est la différence d'électronégativité entre les deux. Et cette différence-là, elle va être associée à ce qu'on appelle l'effet inductif. Et on va distinguer des effets inductifs attracteurs et des effets donneurs. C'est relativement simple à comprendre. Dans le couple ici, par exemple, si je prends mon exemple carbone-oxygène, l'oxygène plus électroattracteur va pomper les deux électrons de la liaison. On va dire qu'il y a un effet inductif attracteur. Il attire les électrons à lui. Et pour le symboliser, en général, on va mettre avec un grand I majuscule. Donc l'effet inductif attracteur, c'est moins I. Et évidemment, le carbone de l'autre côté, là en l'occurrence, il n'a pas le choix. Il va donner son électron à l'atome d'oxygène. On va dire de lui qu'il est inductif donneur. Et on va le symboliser par la lettre I majuscule plus I. Donc moins I inductif attracteur. Je suis plus électronégatif que mon voisin. Plus I électrodonneur, je donne des électrons parce que je suis moins électroattracteur que mon voisin. Okay, donc c'est une compétition toujours entre les deux atomes qui font le couple et qui créent cette liaison covalente. Autre élément à donner sur ces effets inductifs, on peut les représenter, alors généralement on ne l'utilise pas souvent, mais tu pourras le voir dans certains cours ou certains bouquins, on les représente par des chevrons, donc là aussi c'est relativement intuitif comme représentation. Les chevrons ici qui sont déplacés vers le chlore, on arrive facilement à se représenter le fait que ça représente un déplacement d'électrons vers l'atome de chlore qui est plus électroattracteur. Okay, donc l'atome de chlore inductif attracteur, donc moins I. Et les chevrons déplacés dans l'autre sens, à la place du chlore, par exemple, ici je mets un lithium, c'est un métal ici, avec une électronégativité très faible, on les considère, les métaux, comme étant des électropositifs, c'est-à-dire qu'ils donnent volontiers leurs électrons, ils veulent s'en débarrasser. Donc lui, il va être dans la liaison carbone-chlore, il va être inductif donneur, il se débarrasse de ses électrons, donc il les pousse vers le carbone, qui devient, dans ce cas-là, un élément inductif attracteur dans ce couple carbone-lithium. Et un autre point à retenir, c'est que cet effet inductif, qu'il soit donneur ou accepteur, ça ne change rien. Il va s'atténuer au fil des liaisons, hein, par exemple dans cette molécule ici. Donc j'ai l'élément électroattracteur, c'est le chlore en bout de chaîne. Il va tirer les électrons évidemment de la liaison qu'il fait avec le carbone directement lié à lui, mais il va également attirer petit à petit les électrons qui sont dans les liaisons qui viennent par derrière. Mais l'effet va s'atténuer. C'est exactement le même principe qu'un aimant. Plus tu prends un aimant puissant, plus tu vas pouvoir attirer de pièces métalliques. Si j'ai un aimant très peu puissant, j'attirerai beaucoup plus faiblement. Donc c'est le même principe. Donc diminution de l'effet inductif, donneur ou accepteur, à travers les liaisons carbone-carbone. Et
Une petite note que je vais te préciser dès maintenant, parce que ça c'est vraiment important, donc ça fait partie de ce qu'on appelle le symbolisme, là en chimie organique, dans n'importe quelle discipline, donc les symboles qu'on va utiliser, hein. Comme on a vu les flèches par exemple, là c'est le symbole ici delta plus, à quoi ça correspond? Je reprends mon exemple ici, carbone-oxygène. Dans cette liaison carbone-oxygène, j'ai bien deux électrons qui sont mis en commun, et les deux électrons sont plus particulièrement attirés par l'oxygène, plus électroattracteur. Dans cette liaison, le carbone, on voit que son électron, il le perd. Donc comme il perd son électron, il devient appauvri en électrons et on va lui attribuer ce qu'on appelle une charge partielle. C'est ce qui est noté ici. Donc la charge partielle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le carbone, il est appauvri en électrons, mais son électron, il ne l'a pas complètement perdu. La liaison entre le carbone et l'oxygène, elle existe toujours. Son électron est simplement décalé, aspiré par l'oxygène. Donc, on voit apparaître une charge positive sur le carbone, et cette charge, c'est une charge partielle qu'on va noter delta plus. Okay, il y a ici un appauvrissement d'électrons sur ce centre particulier qu'est le carbone. Et évidemment, donc, si tu as compris cette nomenclature-là, tu imagines très bien que l'oxygène, lui, il a pompé l'électron du carbone, il va avoir un électron supplémentaire, on va lui attribuer la charge partielle delta moins, d'accord? C'est l'inductif attracteur devient delta moins, l'inductif donneur devient delta plus. C'est quelque chose qui doit être relativement logique. Mais encore une fois, ça signifie simplement que la liaison, elle existe entre les deux atomes, simplement les deux électrons de cette liaison-là sont plus d'un côté que de l'autre. Et un deuxième élément que je vais te donner tout de suite, enfin qui est assez facile à comprendre également, c'est l'effet inductif, c'est quelque chose, c'est une notion relative, c'est-à-dire qu'elle va nécessiter d'avoir deux atomes à comparer. Si je prends isolé, de manière isolée uniquement un atome de carbone, impossible pour moi de dire qu'il est inductif donneur ou inductif attracteur. Ça va dépendre de l'atome à qui il va être lié. Donc je te mets un autre exemple ici. Je prends l'atome d'azote. L'azote, il va devenir inductif attracteur uniquement s'il est lié à quelqu'un qui va lui donner des électrons, en tout cas qui est moins électronégatif que lui. Là, je vais dire qu'il est attracteur. Par contre, si je le fixe à un oxygène qui est plus électronégatif que lui, l'oxygène il est plus fort, il devient l'électroattracteur, il devient l'inductif attracteur. Et dans cet exemple-là, l'azote, lui, il va devenir cette fois-ci un dérivé inductif donneur, il va devenir pauvre. Alors que dans le premier cas, si l'azote est fixé à un atome de carbone, par exemple, il est inductif attracteur. Donc l'inductif, c'est vraiment, il faut toujours comparer deux atomes entre eux, sinon pris à part, un seul atome, tout seul, je ne peux pas dire qu'il est donneur ou accepteur. Il faut toujours qu'il soit fixé à quelqu'un d'autre. Alors ce qu'on peut déjà faire maintenant que tu connais les effets inductifs, reliés simplement à la différence d'électronégativité entre deux atomes qui créent une liaison, on peut mettre ça en lien avec la polarisation de la liaison. Et une fois que tu connais ce principe de polarisation, tu vas le mettre également en lien avec la stabilité d'une liaison et la force de cette liaison covalente. Donc je vais donner différents types d'exemples, en tout cas toutes les possibilités qui existent. Si on considère une liaison carbone-carbone toute simple, je te mets ici les valeurs d'électronégativité, elles ne sont pas à connaître par cœur. Simplement le carbone, les deux carbones ont la même électronégativité. Et on a vu juste avant que les effets inductifs sont des effets relatifs. Il faut toujours comparer deux atomes l'un avec l'autre. Donc on voit bien ici que le delta d'électronégativité entre les deux atomes qui créent la liaison, il est de 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans cette liaison carbone-carbone, les deux électrons ils sont répartis de manière homogène entre les deux atomes de carbone. Ça veut dire quoi? Il n'y a pas de bagarre entre les deux, donc c'est une liaison qui est relativement solide. D'accord? Là on a une liaison qui est non polaire. Les deux électrons sont répartis entre les deux atomes, ils ne sont pas plus d'un côté que de l'autre. Donc c'est une liaison non polaire covalente, très solide la liaison carbone-carbone. Je prends un autre exemple. Avec le carbone, je garde toujours le carbone comme élément central dans mes différents exemples. Et maintenant j'y fixe un hydrogène. L'hydrogène il est légèrement, en général on considère que carbone et hydrogène ont une électronégativité relativement équivalente. Néanmoins l'hydrogène il est un petit peu moins électroattracteur quand même que le carbone. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ce couple-là, le carbone il est inductif attracteur. Il tire un tout petit peu les électrons à lui, mais très légèrement, ça se ressent relativement peu. D'accord? Delta d'électronégativité de 0,4. On a toujours affaire à une liaison non polaire parce que les électrons ne sont pas suffisamment attirés vers le carbone pour créer une polarité dans cette liaison-là. Et on a toujours affaire, bien entendu, à une liaison covalente, c'est-à-dire une liaison solide. Maintenant, on augmente un petit peu
le caractère électroattracteur du voisin du carbone. Donc je prends toujours le carbone comme référence. Je le fixe cette fois-ci à un oxygène. Si tu te souviens un petit peu la classification périodique, l'oxygène il est à droite du carbone, il est bien plus électroattracteur que le carbone. 3,5 pour 2,5 sur le carbone. Donc là on a un delta de 1. Donc là on commence à ressentir des effets relativement importants sur cette liaison. L'oxygène devient un inductif attracteur dans la liaison, c'est-à-dire que les deux électrons qui constituent cette liaison carbone-oxygène, ils vont être pompés par l'oxygène, tout simplement, il les prend tous les deux à lui. D'accord ? Ça veut dire quoi? C'est ce qu'on a vu juste avant. Hein. L'oxygène inductif attracteur devient chargé partiellement delta-, il a un électron supplémentaire, c'est celui qu'il a fauché au carbone. Et le carbone, lui, son électron, il le voit un petit peu s'éloigner, il devient donc chargé partiellement delta+. Et on va créer, de cette manière-là, comme j'ai un dipôle moins plus, on va créer ce fameux dipôle, hein, c'est ce qui est représenté par cette flèche-là, donc dirigé de la charge moins vers la charge plus. Donc ça, c'est un dipôle électrique, parce qu'on a bien deux charges, plus et moins de part et d'autre. Donc là, on a toujours affaire à une liaison covalente, c'est une liaison avec une certaine solidité, cette fois-ci, c'est une liaison polaire. Et on se doute bien que cette liaison carbone-oxygène, du fait de l'apparition de ce dipôle, c'est une liaison qui va nécessairement être un petit peu plus fragile, voire beaucoup plus fragile qu'une liaison carbone-carbone. D'accord ? Donc il faut que ça, pour toi, ce soit logique d'arriver à ce raisonnement. Autre exemple, toujours mon carbone, cette fois-ci à la place d'un oxygène électroattracteur, je le fixe à un lithium, un métal électrodonneur. Lui, le lithium, ici, il est inductif donneur, c'est-à-dire que ces deux électrons, les deux électrons de la liaison, il n'en veut pas du tout. Il va les pousser vers l'atome de carbone, donc c'est l'effet inductif donneur. De la même manière que sur la liaison carbone-oxygène, on va se retrouver forcément avec des charges qui vont être inversées cette fois-ci. Le lithium, son électron, il veut absolument s'en débarrasser, il le donne au carbone, il devient chargé partiellement delta+. Et le carbone, il récupère un électron supplémentaire, celui donné par le lithium, il devient donc chargé partiellement delta-. Donc là, on a un delta relativement important. C'est donc une liaison covalente polaire, mais c'est une liaison qui est extrêmement fragile parce que la polarité, elle a augmenté. On a ici un delta beaucoup plus important. Donc on a toujours notre dipôle ici, qui est représenté par cette flèche. Et enfin, un dernier cas, je prends, c'est plus le carbone qui est en atome de référence cette fois-ci, je prends le sodium relié à un chlore, donc un métal, le sodium que tu connais, il est à gauche dans la classification, et un chlore, c'est un halogène, lui il est totalement à droite dans la classification, donc tu imagines bien qu'il y a un delta entre les deux extrêmement important en termes d'électronégativité. 0,9 pour le sodium, 3 pour le chlore, donc un delta de 2,1. Donc évidemment, dans cette molécule, le chlore, très électroattracteur, il est inductif attracteur. Il adore les électrons, ça tombe bien, le sodium, il n'a qu'une envie, c'est de se débarrasser de ses électrons, donc il les file au chlore. C'est pour ça qu'on a un delta qui est très important, parce que les deux vont exactement dans le même sens. Il y en a un qui veut des électrons et l'autre veut s'en débarrasser. Donc là, on va avoir une liaison évidemment polaire, mais cette fois-ci, le delta d'électronégativité entre les deux, il est tel que les deux électrons ils vont aller complètement sur le chlore et le sodium va complètement perdre son électron. Et là, il va y avoir rupture de liaison. On va avoir affaire à ce qu'on appelle une liaison ionique. Donc ce sont les sels d'une manière générale. Donc là, c'est NaCl, hein, c'est le sel de cuisine. Dès que tu le mets dans l'eau, NaCl, il devient directement Na+ d'un côté, Cl- de l'autre. Donc cette fois-ci, on a perdu les charges qu'on appelle les charges partielles. On va avoir affaire à ce qu'on appelle des charges formelles, c'est-à-dire que là, la liaison n'existe plus entre les deux. On a vraiment les deux électrons sont partis avec le chlore, le sodium il est parti sans rien du tout, il devient chargé plus, et lui devient chargé moins. Donc là, on a une liaison ionique, donc c'est une interaction de charge, interaction ionique entre les deux. Et pour finir, tu te rends compte, je l'ai dit un petit peu à chacune de ces petites fiches ici, tout ça c'est en lien évidemment avec la force de la liaison. Deux électrons qui se partagent très favorablement, les deux électrons de la liaison, c'est une liaison qui est très forte, il n'y a aucune raison qu'elle soit rompue, puisque le couple il est très solide. Et plus j'augmente le delta d'électronégativité entre les deux atomes du couple, plus le couple devient fragile et plus on va aller rapidement vers le divorce, c'est-à-dire la coupure nette de la liaison pour aller vers la liaison ionique. Donc là, grâce à ça, normalement, tu peux identifier d'une part les sites qui vont être réactifs et tu sais également les liaisons qui vont se rompre et puis tu sais également où les deux électrons de cette liaison vont pouvoir aller une fois que la liaison est rompue. Donc ça, on y reviendra dans une vidéo juste par la suite. Voilà, je te remercie.